En dehors de l'école, l'égoïsme est une bonne chose. Lorsque je ne cherche que mon intérêt personnel, je travaille en fait pour l'intérêt de toute la société. C'est la main invisible d'Adam Smith. Mais qu'en est-il dans le monde scolaire? Si l'on offrait des primes à la performance, est-ce qu'on obtiendrait une école de meilleure qualité? Si la question vous intrigue, voici des éléments de réponse. La question des primes à la performance divise les chercheurs. Et la réponse dépend à qui l'on pose cette question. La réponse n'est pas la même selon qu'on la pose à des économistes, à des historiens ou à des sociologues. Cette vidéo-ci porte sur la réponse des économistes. Pour la réponse des historiens et des sociologues, on voudra bien se référer à deux autres vidéos. Pour les économistes qui se sont intéressés à cette question, le problème n'est pas de savoir si les primes vont finir par produire des écoles de meilleure qualité. Pour eux, la main invisible d'Adam Smith est la même partout. Si elle est efficace en dehors de l'école, pourquoi ce serait différent à l'intérieur de l'école? Pour eux, le problème est technique. Comment fait-on pour repérer les individus vraiment performants? Pour être plus précis, c'est un défi statistique. Comment fait-on pour isoler la contribution qui appartient vraiment à ces individus et à rien d'autre ni à personne d'autre? Le prof qui n'a que des groupes faciles, des jeunes qui arrivent à l'école avec un capital culturel impressionnant, on ne peut pas vraiment dire que ce prof soit performant, simplement parce que ses élèves obtiennent des notes impressionnantes. De même, à l'échelle de tout un établissement, si l'établissement est très sélectif à l'entrée, tellement la demande est forte, là non plus, on ne peut pas forcément conclure que l'établissement est performant, simplement parce que ses élèves obtiennent des notes impressionnantes. Pour mieux nous expliquer la nature du défi statistique, ces chercheurs proposent une métaphore agricole. Ils nous demandent d'imaginer deux cultivateurs qui font pousser des arbres fruitiers. D'après la hauteur des arbres aujourd'hui, on pourrait conclure que M. B est plus performant que M. A. Sauf que les deux cultivateurs ne sont pas partis d'un gland. Commençons par revenir un an en arrière. Encore une fois, on pourrait conclure que M. B est plus performant que M. A. Sauf qu'on ne sait pas si la richesse du sol est la même de chaque côté de la rivière. On ne sait pas si la pluviométrie est la même de chaque côté de la rivière. On ne sait pas non plus si les heures d'ensoleillement sont comparables de chaque côté de la rivière. Et donc, avant de mesurer le gain des arbres de messieurs A et B, il faudrait d'abord mesurer le gain des arbres qui poussent dans des conditions similaires. Donc on mesure la richesse du sol de M. A, la pluviométrie de M. A et les heures d'ensoleillement de M. A. Ensuite, on mesure le gain moyen de tous les arbres dans la région qui grandissent dans des conditions similaires. Puis on fait la même chose pour M. B. En faisant ça, on découvre le gain prédit, peu importe si le cultivateur est performant ou non. Alors supposons à présent que les conditions environnementales de M. A prédisaient un gain moyen, on va dire, de plus 12. Et celles de M. B prédisaient un gain de plus 22. Eh bien, en raisonnant comme ça, on s'aperçoit que M. B est moins performant que M. A. Même si les arbres de M. A sont plus petits, il a quand même réussi à les faire pousser plus haut que prévu. Quant à M. B, il a réussi moins bien que prévu. Voilà pourquoi ces chercheurs parlent de modèles à valeur ajoutée. Le défi statistique, c'est d'isoler la valeur ajoutée par le prof X ou l'école Y. Au plan purement logique, c'est un défi très séduisant. Qui
qui peut s'opposer à l'idée de remplacer des jugements subjectifs par des preuves mathématiques? Ça fait un quart de siècle que le problème a été soulevé pour la première fois et n'a toujours pas été résolu. Lorsque des chercheurs discutent entre eux, typiquement, ils concluent qu'il est prématuré de passer à la mise en œuvre tellement les marges d'erreur sont grandes lorsqu'il s'agit d'isoler la valeur ajoutée d'un seul prof. Et les quelques fois que des responsables scolaires ont choisi de quand même passer à la mise en œuvre, des controverses majeures ont bloqué le processus. Alors que retenir du point de vue des décideurs scolaires? 3 choses. D'abord, pour l'instant, on ne dispose d'aucune preuve empirique que des primes à la performance peuvent améliorer la qualité en éducation. Ensuite, depuis le milieu des années 90, tous les efforts ont porté sur le comment faire, statistiquement, pour repérer les personnes performantes. Enfin, quant au lien entre d'éventuelles primes et la qualité des apprentissages, ça reste un postulat non discuté et non une question sur le point d'être résolu.